ce projet, il est un petit peu issu de la crise Covid, ce qui montre que malgré tout, dans le malheur, des fois, on a des effets un peu positifs. Donc c'est une pharmacienne qui est maintenant partie à la retraite, qui était déployée sur les essais cliniques. Et malheureusement, avec le Covid, il y a eu un certain nombre en Alsace surtout, de complications qui ont fait qu'on a redéployé le personnel où on pouvait. Et à un moment donné, quand il y a eu une phase un petit peu d'accalmie, elle s'est demandé ce qu'elle pouvait faire pour accompagner les patients, notamment en oncologie. Et ça a commencé avec des consultations pharmaceutiques. Je sais que ça peut paraître antinomique un petit peu pour certains. Des consultations pharmaceutiques sur les anticancéreux oraux. Et donc elle a commencé à mettre ça en place toute seule, un petit peu dans son coin. Et quand on est arrivé, on a appris justement qu'il y avait cette pratique. On a dit super, nous ça nous intéresse. Et donc on a poursuivi avec ces fameuses consultations. À un moment donné, il y a aussi le côté financier. Les consultations pharmaceutiques sont rémunérées ce qu'elles sont rémunérées, ce qui est déjà très bien, mais malheureusement ça couvrait pas en fait l'ensemble de la démarche qui avait été mise en place. Et donc l'idée c'était de mettre quelque chose de pérenne sur des financements existants. Avec d'autres professionnels de santé sous format d'une hospitalisation de jour, et on est parti sur un arrêté qui s'appelle l'arrêté prestation, qui nous a permis en fait de rendre le tout viable financièrement. Dans ce cadre-là, une fois qu'on avait validé le côté économique, on a eu le go de notre direction pour déployer effectivement les effectifs. Donc c'était un très très bon moment parce qu'on était très content de pouvoir déployer cette prise en charge. On a pu recruter donc une infirmière, une diététicienne. On a déployé une préparatrice en pharmacie et un pharmacien sur le projet avec le concours des oncologues. Et donc on a déployé ça depuis le 1er juin 2023. Et donc depuis lors, on essaye d'avoir ce qu'on appelle des parcours complets, c'est-à-dire une prise en charge par l'ensemble de ces professionnels de santé. Malheureusement, les problèmes d'effectifs dans les hôpitaux sont quand même là, donc on est parfois un peu moins nombreux à prendre en charge, mais on essaye d'être au maximum tous ces gens-là autour de cette prise en charge. Comment ça s'organise? On a une prise en charge complète au J0, donc avant la première prise de l'anticancéreux oral. On a un appel téléphonique qui va checker un certain nombre d'éléments donc qui sont vraiment standardisés, qui visent à surtout identifier la survenue d'effets secondaires et accompagner le patient dans la prise en charge. La plupart du temps, heureusement, on arrive à les rendre autonomes dessus, mais on fait ça une semaine après le début du traitement et encore une semaine après. Donc on fait ça à J7, J15 du début du traitement. Ça permet d'asseoir en fait vraiment la prise des traitements, ça permet de les rassurer sur les effets secondaires éventuels ou avérés. Ensuite, on les revoit de façon complète à 1 mois. Donc à nouveau, avec tout ce beau monde, on va refaire un point complet, on va réexpliquer certaines choses parce que faut pas oublier que ça reste souvent vécu comme une très mauvaise nouvelle. Ça s'enchaîne, les rendez-vous avec les spécialistes, donc la redite est nécessaire, notamment à 1 mois. Ensuite, généralement, il y a moins besoin de nous, donc on se repositionne 3 mois après le début du traitement. Et après le 3e mois du début du traitement, on transfère en fait la prise en charge, pareil, sur des structures existantes, en officine notamment. Donc, et toujours là, on s'assure qu'il y ait et le côté financier qui permet de le déployer en officine, et ça existe déjà. On appelle ça les accompagnements pharmaceutiques des patients, les APP. Et donc du coup on appelle le pharmacien d'officine, on dit écoutez notre patient on l'a pris en charge de J0 à 3 mois, on estime que le risque de survenue d'effets secondaires est plutôt bien cadré, ça peut toujours arriver, donc on vous le transmet ce patient et tout son dossier dans le cadre de ce parcours APP en ville. Donc on a fait le lien ville-hôpital, on transfère bien sûr toutes les données puisqu'on utilise un logiciel qui permet aux officinaux de récupérer les informations assez facilement. Et on s'assure qu'il n'y a pas de souci. Donc après le 3e mois, s'il y a besoin, soit le pharmacien d'officine, soit le patient nous recontacte directement ou via l'oncologue, et on peut revoir le patient. Mais là, c'est vraiment en cas de problématique. Autre cas de figure, mettons que le patient, ça se passe mal, malheureusement ça arrive, eh bien on va redéclencher un parcours, donc avec cette séquence d'entretien avec lui, dès qu'il y a un changement de thérapeutique, parce que malheureusement soit le traitement est très mal toléré, soit parce que malheureusement le traitement est inefficace et ne permet pas de contenir le cancer comme on souhaiterait qu'il le fasse.
En fait, pour beaucoup de traitements anticancéreux, on est toujours à la frontière de l'hôpital et de la ville. Alors je vais m'expliquer, mais vraiment c'est tellement évident qu'on se demande pourquoi on n'a pas pu faire autre chose avant. C'est généralement des médecins qui ont une impétence hospitalière qui voient ces patients-là, avec une prescription, que ce soit pour la chimio injectable ou la chimio orale, donc qui va concerner vraiment un spécialiste ou le monde hospitalier. Et tout ce beau monde, en fait, va se retrouver dans le réseau de ville, avec peut-être une information du généraliste ou du pharmacien d'officine qui est peut-être optimisable. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui se fait, mais c'est vrai qu'on sent que là, il y a clairement un manque. Ensuite, il y a aussi le fait que ces médicaments, notamment les anticancéreux oraux, sont généralement mis à disposition via la rétrocession hospitalière. Donc c'est un pharmacien hospitalier qui va délivrer le traitement. Petit à petit, ces traitements, ils passent en ville, mais c'est au fil de l'eau, ça peut prendre un certain temps. Et c'est vrai que si on a une délivrance hospitalière d'un traitement, à aucun moment, on va prendre en compte tous les traitements qui vont avoir lieu en ville. Donc voilà un exemple tout bête, j'ai du diabète, de l'hypertension, une hypothyroïdie. Est-ce que finalement, ça va poser des problématiques sur la prise en charge par l'anticancéreux oral? Et ça, malheureusement, on a deux mondes qui sont trop séparés pour pouvoir communiquer aujourd'hui. Donc là, l'idée, c'est on va mettre un parcours patient vraiment dans le sens où on va accompagner clairement, même que le produit maintenant soit commercialisé ou non en ville, on accompagne clairement les patients les 3 premiers mois, histoire de sécuriser un petit peu cette prise en charge. Dès que tout est bon, on transmet à nos confrères d'officine l'information et la prise en charge. Et là, en fait, on se rend compte que eux, généralement, on a plutôt un bon retour de leur part parce qu'ils sont plutôt contents qu'on ait un peu cadré la démarche au début, et ça permet quand même un certain effet positif dans la prise en charge de ces patients-là. Quand cette personne est partie à la retraite, on a donc récupéré la démarche, on l'a testée tout d'abord. Donc là, alors tester, c'est pas le terme, mais on a pris en charge un peu moins de 300 patients avant de se dire, tiens, maintenant on va le structurer de cette manière. Et depuis le 1er juin, en tout cas sur la clinique de l'Orangerie, on a pris en charge 170 patients dans le cadre de ces parcours. On a un bassin de population qui va remonter jusqu'en Lorraine. Donc on est plutôt sur le nord de l'Alsace. On va aller jusqu'en Lorraine par rapport aux patients qui vont nous être adressés via nos oncologues, puisque c'est bien les oncologues qui adressent les patients dans ces parcours. Et puis voilà. Déjà, je vais être un petit peu égoïste en répondant à cette question. Déjà, nous, ça nous intéresse. Le monde hospitalier est vraiment intéressé par cette démarche-là, que ce soit les infirmiers, puisqu'on parle beaucoup d'infirmiers de pratique avancée. Bien sûr, on n'a pas la prétention d'être à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on tend vraiment sur cette prise en charge vraiment très, très spécifique, avec quelque chose d'ultra spécialisé. Donc, les infirmiers sont vraiment hyper intéressés par la démarche à l'hôpital. Les diététiciennes, c'est pareil. Nous pharmaciens, bien sûr, tout ce qui est pharmacie clinique, on nous a biberonné à ça, donc effectivement ça nous intéresse de poursuivre dans cette démarche-là. Ça c'est pour le monde hospitalier, il y a vraiment une volonté d'aller vers ça. Et pour la ville, alors je ne saurais pas dire s'ils sont très 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 contents de le faire. Par contre, ce que je peux affirmer, c'est qu'on est sollicité très régulièrement, que ce soit par des infirmières libérales, que ce soit par des diététiciennes libérales ou même par des médecins généralistes qui nous appellent pour avoir notre avis. Ça arrive aussi que des pharmaciens d'officine nous appellent en nous disant, écoute, j'ai tel complément alimentaire qui est rajouté, tel élément qui est rajouté, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça pourrait interagir? Et donc vraiment, on va en discuter ensemble pour voir la meilleure prise en charge. Donc on sent qu'il y a un besoin technique déjà, et après il y a un besoin humain, parce qu'il ne faut pas oublier que là on est face à des patients qui n'ont pas forcément eu une très bonne nouvelle, qui se sont pris dans la tête peut-être un scanner, plusieurs consultations chez l'oncologue, chez le cardiologue, chez un chirurgien, donc ça fait beaucoup beaucoup d'informations, et il faut laisser le temps aux gens de digérer cette information-là. On a des traitements quand même qui ont une certaine contrainte de temps de prise, de modalité de prise, 5 jours sur 7, sur 21 jours, sur des cycles de 21 jours, 12 heures d'intervalle de prise, mais 12 heures d'intervalle c'est du 8h, 20h, 30 minutes après le repas, donc on n'est pas pendant le repas, on est en train de dire il faut que vous finissiez le repas à telle heure,
et vous preniez 30 minutes après. Il y a vraiment des grosses contraintes organisationnelles. Et ça, c'est parfois la goutte d'eau qui fait qu'on n'arrive pas à convaincre le patient de prendre correctement ses traitements. Alors les impacts sur le patient, en tout cas, ils vont être potentiellement très importants, puisque on a malheureusement un problème pour apporter l'information au patient dans ce contexte particulier de stress. Et là, il arrive fréquemment, malheureusement, qu'à J7, donc au fameux appel à J7, on se rende compte que en fait, le patient ne prend pas l'anticancéreux. Il prend tous les traitements de support, donc l'antiémétique, l'antidiarrhéique, le bain de bouche, mais l'anticancéreux, il ne le prend pas. Que ce soit un blocage, que ce soit une incompréhension, et on se rend compte qu'il faut être très fin pédagogue pour les amener à prendre correctement ces traitements. Donc l'impact, il va se retrouver aussi bien au niveau du patient, là on le comprend assez facilement, le traitement il risque pas d'être efficace si on ne le prend pas, c'est vraiment un cas extrême, mais malheureusement ça arrive. On a une fonction, je pense, vraiment de support au niveau de la ville, un support un peu technique, même s'ils nous rattrapent très très vite, ils sont très très forts dans ce qu'ils font. Donc nous on n'a aucune angoisse quand au bout du 3e mois on leur dit écoutez, maintenant on vous passe la main, ça se passe vraiment très bien. Et puis au niveau plus personnel et carrière hospitalière, c'est vrai que les hospitaliers ils sont très intéressés par la démarche. Pour l'instant, personne ne nous a appelé pour nous insulter, ça c'est vrai. Donc c'est plutôt plaisant et c'est plutôt des appels, oui, pour nous dire, voilà, est-ce qu'ils peuvent nous appeler demain parce que là ils n'ont pas le temps, donc et est-ce qu'on peut discuter, prendre un temps pour parler de quelque chose de très technique, hein, on a des demandes très originales sur des nouvelles algues qui sont extraites au Japon et qu'on prend maintenant en complément. Est-ce que ça pourrait interagir? Et objectivement, quand on nous pose la question, on n'en sait rien, il faut qu'on fasse des recherches. Donc c'est un côté assez stimulant pour nous là-dessus. Et puis on va découvrir la réponse à cette question avec le professionnel de santé de ville qui nous l'aura posé, quoi. Donc ouais. Ouais, il y a ça, et puis après ça, les algues, c'est pas tous les jours qu'on découvre des algues au Japon, heureusement, mais ouais, il y a ce côté-là qui est assez sympathique, ouais. L'innovation, je pense qu'elle vient vraiment de ce lien ville-hôpital, de ce positionnement aussi sur un côté un peu charnière. Alors à nouveau, on n'est pas les seuls, il y a vraiment plein d'expérimentations qui vont dans le bon sens, donc nous, on est un parmi d'autres qui ont pu tester et mettre en œuvre ce genre de choses. Il y a juste une chose, moi, que je trouve assez intéressante. Alors, je ne sais pas si ça peut être de l'innovation, parce qu'on fait avec de l'existant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonds particuliers qui sont alloués. Vraiment, on regarde ce qui est proposé aujourd'hui en France pour la prise en charge des patients. C'est vraiment ce qu'on a fait. On a dit, OK, ça, c'est notre contrainte. Parce qu'on peut parler des patients autant qu'on veut, on peut mettre la meilleure volonté qu'on veut. Si derrière, financièrement, c'est pas viable, le projet, il s'arrête. Je pense aux articles 51 qui permettent de financer certaines expérimentations. Malheureusement, il y a une contrainte financière en France aujourd'hui qui fait que, oui, si on n'a plus 3 millions d'euros pour poursuivre le projet, on ne peut pas continuer. Et ça, c'est quand même un petit peu particulier et pour nous, des fois un peu décevant parce qu'on va s'investir pendant plusieurs années. Là, l'idée, c'était de dire, OK, qu'est-ce qui existe aujourd'hui en France et qu'est-ce qui pourrait nous permettre de rendre ce projet viable? Et au final, que ce soit les HDJ, donc les hospitalisations de jour, ou que ce soit les accompagnements pharmaceutiques des patients, on s'est vraiment basé là-dessus. Et on s'est rendu compte petit à petit qu'on arrivait à éviter les redondances de prise en charge, à rendre chaque prise en charge le plus optimale possible. Alors attention, ça ne veut pas dire en contraignant le temps, mais en se centrant vraiment sur les choses cliniquement significatives. On prend quand même le temps des fois de discuter avec nos patients, de leur famille, de leur hobby, c'est pas le sujet, mais on arrive avec les structures financières actuelles à le rendre viable. Et ça, je trouve ça vachement innovant parce que il est rare qu'on arrive à faire ça. Donc là-dessus, ouais, il y a cet élément en plus. Clairement, on n'est pas du tout les seuls à appliquer en fait ce principe-là, notamment sur l'HDJ. Il y a d'autres centres hospitaliers qui l'ont mis en œuvre, notamment en cancérologie. Donc on sait que ça reste viable financièrement, en tout cas pour l'hôpital. Pour l'officine de ville, je pense qu'aujourd'hui, ils sont clairement en train en forte restructuration. Donc ça les amène effectivement à réorganiser
leurs pratiques quotidiennes, mais on sait aussi qu'il y a des initiatives qui sont en place dans pas mal de territoires. Relier les deux, c'est intéressant. Donc pour ça, bien sûr, nous, on a des partenaires qui sont plutôt forts et qui sont très présents sur différents territoires. Je pense à la SERP, qui est un distributeur pharmaceutique. Je pense bien sûr à nos logiciels qui nous accompagnent là-dedans, nos éditeurs de logiciels qui nous accompagnent là-dedans. Et je pense aussi au groupement Elsan, qui sont présents sur tous les territoires et qui sont assez attentifs sur la manière dont on met les choses en place. Si je dois résumer ça, alors oui, il y a eu ces fameuses planètes qui sont alignées, qui ont fait que, de par la mise en place de ce fameux prix de la part de l'ARS et de l'Omédit, ça c'est sûr que ça a amené un gros coup de projecteur dessus, et c'est vrai que c'est bien de faire les choses dans son coin, et même dans notre environnement direct, et de se rendre compte que c'est pertinent, mais c'est sûr que l'appui de nos tutelles, ça a été un effet booster assez important, ça faut rendre à César ce qui lui appartient. Donc ça, effectivement, ça joue. Et après, je pense que c'est surtout des gens, des êtres humains, quoi. Enfin, des hommes et des femmes qui ont été convaincus par la démarche, qui ont la volonté aussi de faire des choses nouvelles, parce que ça, c'est vrai qu'en fonction des moments de notre vie, on n'a pas forcément l'énergie ou la volonté de le faire. Là, on a eu la chance de tomber avec des gens qui étaient proactifs là-dessus. Et pas que les pharmaciens, pas du tout. On a des préparateurs qui sont vraiment proactifs là-dessus. On a eu la chance de tomber, nous ici, sur 2 IDE qui ont vraiment la volonté de bien faire, qui sont hyper intéressés là-dessus, 2 diètes qui sont à peu près dans le même état d'esprit, et nos oncologues qui sont d'un soutien sans faille, quoi. Eux, il y a tellement pas de débat sur leur ressenti au niveau de leurs patients que c'est sûr que quand on a tout le monde qui pense la même chose et on prend le temps de bien faire, et qu'en plus les dieux des finances sont avec nous, mais écoutez, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas.